Et Paul-François Fournier, venez me rejoindre. On va voir justement comment ça va. Enfin, le lien va être assez simple à faire parce que ce qu'a dit Gilles Babinet, j'ai bien compris que c'était au cœur de vos préoccupations finalement. Avancez-vous un peu pour que voilà. On est dans une configuration un peu particulière, c'est comme ça. Il y a un côté auto-tamponneuse un peu, non, hein, dans le truc là, ça tourne comme ça. Voilà. Juste un mot, c'est que globalement, vous d'une grosse structure. Hein, c'était Orange avant la BPI. Et vous avez participé au développement de tout ce qui a été Wanadoo, etc. Au cœur d'Orange. À l'époque où Orange pensait encore qu'elle pouvait faire de l'innovation. Voilà, c'est vous qui le dites, Stéphane. À un moment, bon, voilà. Ouais, on y reconnaître qu'elle est ailleurs. Donc, vous êtes directeur exécutif à la direction de l'innovation de BPI France. Par quel bout est-ce qu'on va prendre l'histoire ? C'est-à-dire, on va détailler ce que vous appelez le plan Nova, ensemble. On va peut-être démarrer. Il y a 3 axes qui sont importants et que vous voulez mettre en avant et qui vont structurer ce qui va être maintenant la façon dont BPI France va financer l'innovation. Alors effectivement, BPI France, c'est quand même le rapprochement. C'est une première simplification qui est le rapprochement des 3 entités OSEO, CDC Entreprises et le FSI. Et effectivement, en faisant ce travail... Je me permets un truc, ouais. Je sais, parce qu'ils me l'ont dit, ça a inquiété beaucoup d'entrepreneurs qui adoraient OSEO. Ouais. OSEO avait une cote d'enfer. Et on s'est dit, OSEO rentrant dans le bousin, la BPI France, ça va tuer OSEO. Alors, écoutez, je pense que justement, aujourd'hui, au cœur du projet BPI France, il y a un actif qui est absolument essentiel, qui est le réseau d'OSEO, les 22 directions régionales, les 42 implantations régionales. Et le projet BPI France, il a été bâti sur la capitalisation sur ce réseau OSEO. Et aujourd'hui, le réseau de BPI France, c'est le réseau OSEO où finalement, on est en train de rajouter des branches supplémentaires qui sont l'investissement et qui sont l'export avec maintenant la présence d'une personne du Bifrance physiquement dans les locaux de la BPI dans chacune des régions. Donc là, on est au cœur du projet BPI France, c'est de s'appuyer sur un réseau régional qui est au contact au quotidien des entrepreneurs et de lui rajouter cette dimension des fonds propres et cette dimension de l'international pour qu'on ait un acteur qui soit au contact de l'écosystème et qui soit capable de fournir l'ensemble des dispositifs le plus intelligemment possible et le plus efficacement possible. Alors on commence simplification. Il y a simplification, moi j'ai vu simplification, collaboration. Il faut que les boîtes travaillent ensemble, il faut créer des écosystèmes, et puis les effets de masse dont on parlait, parce qu'il faut aussi briser le plafond de verre. Ouais. Alors on commence avec la simplification. Alors la simplification, c'est un combat naturel dans toute structure, un peu importante et par ailleurs semi-étatique. C'est vrai que le rôle de BPI France sur l'innovation, c'est d'être finalement le bras armé d'une politique publique et d'argent qui arrivent de différentes structures, le programme d'investissement d'avenir, l'État, etc. Et donc, un de nos sujets majeurs qu'on veut mettre en place, c'est de se dire, il faut que nous, on soit les agents de la simplification. Il faut que tous ces dispositifs et ces volontés qui ont tous du sens, à la fin, ça fasse quelque chose qui soit le plus simple possible pour l'entrepreneur. Moi, j'entendais Gilles Babinet qui disait ils y passent du temps. Finalement, s'ils y passent moins de temps et si on peut leur donner des réponses rapides, c'est pas toujours oui, mais ça peut être un non rapide. C'est un moyen pour qu'ils passent plus de temps à faire leur projet, à développer ou à essayer de répondre aux questions qui se posent sur leur marché. Donc pour ça, on va travailler sur ne serait-ce que des choses très concrètes qui sont les documents qu'on remplit, les dossiers. On s'est rendu compte qu'il y en avait une centaine. On va essayer d'en faire 1 ou 2 et puis on va essayer de les simplifier. On va annoncer dans quelques semaines des programmes collaboratifs. C'est vrai qu'on veut faire travailler de plus en plus les grandes entreprises. Attendez, restons sur la simplification. On va aller ensuite sur la collaboration. Mais ça veut dire, est-ce que vous pouvez donner la garantie que je pousse la porte, donc 22 BPI France régionale, c'est ça, que je pousse la porte, que je vais avoir un interlocuteur unique qui aura lui en tête l'ensemble des dispositifs qui peuvent me concerner ? Oui. Voilà, absolument. C'est ça le truc. Ouais. Et donc, en particulier, dans cette simplification,
on veut faire un mouvement assez important, c'est que on vivait dans un monde assez bicéphale. C'est-à-dire que d'un côté, on a les gens qui font du financement, qui sont dans un dispositif d'accompagnement, et leur cœur de métier, c'est d'accompagner, de proposer des financements au quotidien pour que le projet développe. Et puis d'un autre côté, on avait le monde de l'investissement. Avec le monde du capital risque, les 50 fonds de capital risque, les 15 fonds du FNA ou les 20 aujourd'hui. Et ces deux mondes se sont jamais parlé. Et donc on est en train de faire en sorte que les gens, les 150 chargés d'affaires innovation qui sont dans le réseau, ils soient formés sur le monde du capital risque, ils connaissent d'abord ce que c'est que le métier du capital risque, parce que ces gens-là, ils ne savaient pas ce que c'était que le monde du capital risque. Quand on leur posait la question, ils disaient c'est des gens qui disent non, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils sont. Qu'ils connaissent les 50 fonds typiquement de capital risque ou les 150 fonds de capital développement qui existent et qu'ils soient capables d'accompagner finalement les entreprises aussi simplement que de donner les 3 fonds qui a priori correspondent au statut de l'entreprise, à sa situation, à son niveau de croissance, pour pas qu'ils passent ce temps parfois incroyable trouver dans ce maelstrom des fonds le bon fonds qui va répondre à son besoin. Et puis le deuxième aspect qu'on pense va nous permettre de progresser, c'est que finalement ce continuum qu'on veut avoir en place, ça devrait, on pense, permettre d'améliorer la façon dont on finance les entreprises. Parce que finalement, si le chargé d'affaires innovation, il est responsable dans 2 ou 3 ans d'une entreprise qui vient de se créer, de lui trouver un financement, mais qui sait que l'entreprise reviendra lui voir en disant il faut que vous m'aidiez à trouver des fonds propres, au sens trouver le fonds de capital risque qui va m'aider, ça va lui donner un regard qui sera probablement un peu différent que quand il était dans une logique, j'allais dire, de pure continuité de faire vivre l'entreprise, et puis de dire ensuite ah ben c'est plus moi, c'est le monde du capital risque. Ouais, et donc c'est un moyen pour nous aussi de s'assurer qu'il y ait une cohérence entre guillemets du dispositif dans l'exigence, et que les exigences du capital risque qui sont essentielles, on est d'accord que les fonds propres c'est quand même l'outil pour faire accélérer l'entreprise et la faire passer d'un stade, on les a intégrés beaucoup plus en amont dans la phase, j'allais dire, où on fait croître le projet jusqu'à devenir une entreprise dans laquelle on puisse investir. Tout le monde monte dans votre barque là, l'ensemble des services collaborent, enfin là on se rend compte visiblement que l'ensemble des services a la volonté de collaborer, mais ça se passe bien. Pas trop de résistance ? Non, il n'y a pas trop de résistance. D'abord parce que fondamentalement, tout le monde voit aujourd'hui qu'on arrive à un moment où il n'y a plus tellement de choix. C'est-à-dire qu'il faut bouger. C'est-à-dire que finalement, l'innovation, cause nationale. C'est bien cause nationale. On l'a vu il y a quelques jours. Donc là-dessus, je crois qu'il y a un momentum qui se crée. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans nous, BPI France, on est un des acteurs de ce dispositif. Mais comme on vient de se créer, comme on a cette dynamique de dispositif, on essaye d'entraîner ou en tout cas d'être un acteur du changement au quotidien en tirant le meilleur parti de nos forces qui sont importantes. Juste un mot, les critères d'innovation. Pour le coup, un témoignage personnel, mais comme on regarde de très près ce que vous faites quand même, parce que en plus vous communiquez pas trop mal, on voit un peu des investissements, un truc. Et j'ai fait venir le patron, d'ailleurs c'était passionnant, un investissement de BPI France dans un site internet de revente de pièces détachées automobiles. Et je me suis dit, merde, ça, ils considèrent, évidemment que c'est de l'innovation, mais ils considèrent que c'est de l'innovation. C'est-à-dire qu'on sort de l'obsession du brevet quand même. Alors on est en train, effectivement, il y a un petit changement culturel dans notre réflexion sur l'innovation. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a une petite culture du brevet, de l'ingénieur et du savoir-faire de l'ingénieur, qui est une vraie valeur ajoutée. Et on se rend bien compte aujourd'hui que on a quand même un certain retard sur ce qu'on appelle l'innovation non technologique. Alors il y a 2 aspects dans cette innovation non technologique. Le mot d'ailleurs est absolument, à mon avis, on n'a pas trouvé mieux, mais c'est pas terrible. Ouais. Le premier, c'est de dire que aujourd'hui, avoir une technologie sans être capable de la distribuer, de trouver le bon modèle économique ou de trouver l'interface utilisateur qui fasse que tout le monde puisse se l'approprier, ça n'a pas un sens considérable. Et dans les études, on voit qu'on est très en retard par rapport à des pays comme l'Allemagne ou des pays du Nord, où le design, l'interface utilisateur, ils ont une vraie culture de cette dimension-là. Et donc, dans nos dispositifs d'aide à l'innovation, on veut véritablement booster ce dispositif et faire en sorte que nos aides à l'innovation, elles aident aussi l'endroit où on est le moins fort. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on puisse, j'allais dire, soutenir, pas forcément l'endroit où on est le plus fort, mais aussi l'endroit où on est le moins fort, et c'est le mouvement qu'on est en train de faire. Et puis c'est vrai que par ailleurs, on considère qu'il y a des très belles innovations où la dimension technologique est peut-être un peu moins forte, mais l'innovation, elle est là, elle est dans la rupture innovation du modèle de commerce, innovation de service, etc. innovation d'ergonomie, et qu'il n'y a pas de raison de pas booster ça.
va falloir après convaincre les contrôleurs du fisc, ça va être peut-être le. Oui, mais là, on sort de vos compétences. On y était tout à l'heure. Hein, on a eu une bonne discussion vrai avec. Oui, on était tout à l'heure sur. Mais voilà. Autour du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, etc. Et du risque de tous les aspects du CIR. Alors il faut voir inversement que le crédit impôt recherche, il est en train de croître de façon extrêmement importante. Donc il y a aussi une contrainte. On est à 6 milliards, c'est ça, à peu près. On est à 5,8 en tant que tel. Donc c'est vrai que il faut aussi comprendre qu'il y a aussi la dépense publique en tant que telle. Mais on est assez d'accord. On a eu une bonne discussion sur le fait qu'il faut probablement une plus grande visibilité aujourd'hui du tissu industriel sur ce que c'est que le CIR et sur les règles qui permettent, en particulier sur le numérique, où c'était quand même depuis quelques mois et quelques années un tout petit peu moins lisible. Et donc là-dessus, je pense que de ce que je comprends, le ministère de la Recherche est assez en phase et va faire un certain nombre d'annonces qui permettront de clarifier un peu ce dispositif. Collaboration. Alors collaboration, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, être capable de travailler ensemble. C'est vrai qu'une des grosses différences qu'on a, qui est un peu culturelle, Gilles Babinet disait qu'on était des bons techniciens, mais on est aussi un peu gaulois quand même. C'est-à-dire que chacun aime faire un tout petit peu son village tout seul, alors que la culture allemande est quand même beaucoup plus de chasser en meute. Donc autour de ça, il y a tout un tas de dispositifs, les pôles de compétitivité, et puis il y a beaucoup de programmes collaboratifs qui se sont montés, qui sont des programmes qui ont été créés à partir de 2008 sur la 2I, etc., dans une volonté assez louable de commencer à dire il faut quand même que les gens arrivent à travailler ensemble. Et puis par ailleurs, l'innovation, c'est de plus en plus de techno, faire de la biotech, ça demande de plus en plus de faire du big data aussi, et donc il faut faire travailler différentes structures ou entreprises ensemble. Sauf que c'est encore très compliqué et très long de mettre en place ce genre de dispositif, ces programmes collaboratifs. On s'est rendu compte qu'on met parfois 12 à 18 mois pour mettre en place le programme entre 4 ou 5 structures avec un labo de recherche. 12 à 18 mois pour toute structure, je ne parle même pas d'une start-up, mais même d'un groupe. On sort de la logique du budget, c'est complètement en dehors, et donc ça veut dire que c'est pas le projet qui est au cœur de la stratégie des différents acteurs. Et donc on est en train de faire un travail assez significatif qui va viser à simplifier assez drastiquement la façon dont on veut faire ça, à prendre des formes d'engagement, de délai qui soient de quelques mois entre le moment où l'entreprise arrive, les entreprises arrivent, et le moment où l'argent arrive dans leur poche, pour qu'on soit dans des délais qui soient encore une fois de quelques mois et qui soient des délais qui permettent à une entreprise ou à un groupe d'entreprises de se dire finalement on a quelque chose à en faire ensemble, faisons-le avec un dispositif qui nous permette de trouver les financements et de trouver le fonds de roulement pour y arriver. Mais vous voulez vous inciter à la collaboration et à travers vos structures de financement inciter à la collaboration. Et on veut inciter à la collaboration. Vous dites quand on s'était... Stéphane, juste un tout petit point. On n'est pas en train de dire inversement que parce que je crois qu'il faut éviter dans ce domaine de l'innovation de dire qu'il y a une seule martingale. Il y a des endroits où clairement il faut qu'on ait des dispositifs collaboratifs entre grands groupes, labos, petites entreprises, mais en tout cas il faut que ce soit efficace et il faut qu'en quelques mois l'argent arrive pour que ça corresponde à un vrai projet entrepreneurial et que ce soit peut-être moins parfois, j'allais dire aussi à très long terme. Et puis il y a encore une fois tout le terreau de l'innovation qui arrive au quotidien et qu'on veut continuer à financer, parce que l'innovation c'est pas non plus que des programmes qu'on décrète entre plusieurs entreprises, c'est des entrepreneurs qui ont envie de faire croître des projets. Et là c'est la vitesse quand même. Et ça c'est la vitesse. Ouais, c'est la vitesse, hein, le critère principal. Vous m'aviez dit quand on a discuté ensemble, on est sur une occasion historique en termes de financement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous m'avez dit c'est un moment d'investissement historique. Moi, vous m'aviez dit ça, je ne savais plus trop pourquoi, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi c'est un moment d'investissement historique ? Moi, je trouve qu'il y a en ce moment une prise de conscience assez majeure que finalement, et c'est ce que disait Gilles Babinet, on revient toujours à ce qu'on savait, mais tout d'un coup, il faut parfois un certain temps pour que tout ça devienne une évidence, qui est qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est l'outil pour faire deux choses qui nous manquent, créer des emplois. On partageait l'autre fois, il y a une étude très intéressante de l'AFIC, l'Association des investissements en capitaux de 2012, là, qui vient de sortir son étude. Elle montre que dans les 3000 entreprises dans lesquelles l'investissement, il y a eu des investissements de l'écosystème d'investissement, ou BPI France. Des investisseurs en capital, des professionnels de l'investissement. Il y a eu 80 000 emplois en 2012, en plein cœur de la crise. Là où dans les secteurs marchands, il y a eu presque 100 000 emplois détruits. Donc on voit bien. Et quand on regarde plus spécifiquement sur l'innovation, les entreprises innovantes, c'est-à-dire qui ont été investis par du capital innovation ou capital amorçage, leur chiffre d'affaires en 2012 a cru de 25% et leurs emplois ont cru de 13%.
Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Il faut que massivement, on incite depuis les étudiants, et je crois que c'est en train de se mettre en place, à considérer qu'aujourd'hui, aller dans un grand groupe, et je peux vous en parler, c'est un dispositif du passé, que monter son entreprise, c'est aujourd'hui un dispositif qui est normal et naturel. D'ailleurs, tous les retours qu'on a des différentes et grandes écoles montrent qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont dans les majeurs de création d'entreprises, et puis que petit à petit, les dispositifs de capital risque s'accroissent. Moi, je suis moins négatif que Gilles Babinet. Je pense que sur le capital risque en France, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait plus. Je pense que le FNA a déjà fait un travail assez énorme qui est à combler un gap qui était absolument considérable. Je suis d'accord sur le fait que probablement il faut qu'on fasse évoluer une logique de l'amorçage et que les tickets d'amorçage sont peut-être un peu gros et qu'il nous manque un dispositif qui est très fort en Israël et aux États-Unis, qui sont les business angels, qui sont capables de mettre les 50, 100 000 euros en fonds propres, qui permettent de démarrer. Et donc là-dessus, il y a un sujet, à la fois dans l'évolution du FNA et dans le business angel. Mais néanmoins, et c'est pas pour dire qu'il en faut pas plus, parce que je pense qu'il en faut encore plus, évidemment. Néanmoins, quand on regarde, on a sorti une étude là de BPI France en 2012. La France est le pays qui a levé le plus de capitaux en capital risque, en capital innovation en Europe. En 2012. En 2012, absolument. Bon, il faut faire quelque chose maintenant. Lever. Et on est deuxième en 2012 en termes d'entreprises investies derrière l'Angleterre. Et on a une étude qui est du premier semestre, qui est assez intéressante et qui montre qu'au premier semestre 2013, il y a eu 27 investissements en France dans des entreprises de plus de 27 investissements de plus de 5 millions d'euros en France. Il y en a eu, je crois, 25 en Angleterre et 17 en Allemagne. Et si on prend les 5 investissements de plus de 10 millions d'euros, qui sont les gros investissements, on en parlera tout à l'heure sur le dernier étage de la fusée, tant pis. Il se trouve qu'il y en a 3 en France, et que donc voilà. Donc je crois que il y a un sujet effectivement du capital risque. Néanmoins, il y a aujourd'hui un actif, il y a 50 fonds de capital risque. Il faut les consolider. Et je vais quand même le dire, Stéphane, et il faut que ces fonds soient capables de suivre maintenant dans des tours de plus de 10 millions d'euros. C'est pour ça qu'on a fait le fonds Large Venture, 500 millions d'euros. Absolument. Mais c'est pour ça que les fonds d'investissement en France doivent être dotés. On va y travailler encore nous-mêmes en finançant des fonds d'investissement pour qu'on ait des gros fonds qui soient capables de suivre des 10, 20 millions, 30 millions et qu'on passe ce plafond de verre qui est que aujourd'hui, le modèle, c'est plus l'entreprise qui s'est vendue 50 millions comme ça se faisait. Le modèle, c'est Criteo, c'est 2 milliards et on est capable de le faire. Il faut qu'on en fasse de façon un peu plus industrielle. Merci Paul-François Fournier, merci bien.